En Iran, les États-Unis ont gagné toutes les batailles, mais avec l'accord de paix signé, il est évident qu'ils ont perdu la guerre. L'Iran n'a pas vraiment gagné non plus et a perdu ses dirigeants. L'Iran a essuyé des frappes aériennes et maritimes, freinant ses ambitions de plusieurs années. Mais l'Amérique a lancé cette guerre pour améliorer le statu quo au Moyen-Orient. À la fin de la guerre, l'Iran comprit que même en fermant le détroit d'Ormuz et en attaquant ses voisins du Golfe à sa guise, les États-Unis restaient un incapable, ou peu enclins à renverser le régime iranien. C'est bien loin du succès étonnant de l'Amérique au Venezuela, où le pauvre vieux Nicolás Maduro n'avait même pas encore retrouvé son calme après son enlèvement, qu'il apprenait déjà que les premières bombes tombaient sur l'Iran. L'issue de la guerre en Iran a été encore pire que le retrait désastreux des États-Unis d'Afghanistan. Même si on pourrait la qualifier de pire défaite américaine depuis le Vietnam, il n'est pas sûr que le Vietnam soit encore en tête. Chez Warfront, nous avons suivi de près la montée des tensions, le déroulement et la résolution de cette guerre, et il est temps de vider notre sac sur quelques points. La guerre en Iran a été un échec stratégique catastrophique, mais il est temps de parler des nombreuses, très nombreuses erreurs qui vont hanter Washington et tout le Moyen-Orient pendant des décennies. Au début de l'épisode d'aujourd'hui, deux mises en garde cruciales s'imposent. Tout d'abord, Washington et l'Iran ont signé leur accord de paix plus tôt que prévu mercredi soir. Mais en pratique, la paix relative au Moyen-Orient risque toujours de s'effondrer à tout moment. Donc tout ce dont nous parlons dans l'épisode d'aujourd'hui est exact à notre connaissance. À la date du jeudi 18 juin au matin, très tôt, 6h30, bonjour à tous. Ces épisodes, surtout les plus longs comme celui-ci, demandent du temps à produire. Il est donc possible que tout soit parti en vrille avant leur publication. La deuxième mise en garde consiste à clarifier les périmètres du problème que nous sommes ici pour décrire. Dans la suite de l'épisode, nous allons détailler les échecs stratégiques majeurs de l'Amérique en Iran, tout en distinguant les échecs stratégiques des échecs tactiques. Tactiquement, la campagne américaine contre l'Iran fut un succès clair. Les États-Unis ont vite obtenu la suprématie aérienne sur les zones visées du pays. La marine traditionnelle de l'Iran a été détruite. Le reste de l'armée iranienne a subi des pertes incroyables, et la plupart des personnes qui dirigeaient l'Iran avant cette guerre sont maintenant mortes. Les pertes américaines, soit 13 soldats tués, 400 blessés, et la destruction de certains avions de grande valeur, restent relativement minimes en comparaison. Mais cette guerre est devenue l'expression ultime d'une vérité dérangeante pour les États-Unis et pour les autres puissances mondiales. Les victoires tactiques n'assurent pas le succès stratégique. Il faut être clair là-dessus. Le fait que les États-Unis aient commis une série aussi complète d'erreurs stratégiques ne signifie pas que l'Iran ait pour autant gagné la guerre au sens conventionnel. L'armée iranienne est en ruine, son économie est dans un état encore pire qu'au début de la guerre, et il faudra de nombreuses années à Téhéran pour retrouver sa puissance. Malgré ces lourdes pertes, l'Iran a aussi obtenu des avantages stratégiques jadis inimaginables, grâce à la façon dont les États-Unis ont mené cette guerre. Nous allons diviser la discussion en 3 parties aujourd'hui. Les échecs américains de compréhension avant le déclenchement de la guerre, les échecs américains d'exécution une fois que la campagne militaire a commencé, et les échecs américains par manque de détermination maintenant qu'il est temps de mettre en place un accord de paix. Concernant les erreurs de calcul américaines avant la guerre, la principale fut sans doute la plus évidente: choisir de la mener. Les politiques intérieures issues de cette décision contredisaient sur les promesses de campagne de Donald Trump en 2024. Fin des guerres étrangères, des déploiements militaires interminables au Moyen-Orient et des opérations américaines de changement de régime à l'étranger. Nous laisserons l'aspect politique américain aux partisans de Donald Trump 2024 pour qu'ils expriment leurs opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous devons plutôt nous concentrer sur l'expédition militaire qui a inspiré à Donald Trump et ses alliés l'idée qu'une attaque contre l'Iran pourrait réussir. Cette idée venait du Venezuela. Il faut reconnaître aux États-Unis que leur opération de janvier à Caracas s'est déroulée parfaitement. Une série rapide de frappes aériennes, une insertion par hélicoptère des forces spéciales, puis un raid réussi et la capture du président Nicolás Maduro, sans aucune perte du côté américain. Dans la foulée, les États-Unis ont trouvé une partenaire très conciliante en Delcy Rodriguez, qui se trouvait également être la prochaine dans la ligne de succession de Maduro et qui était prête à abandonner un large éventail de politiques vénézuéliennes en place pour s'aligner sur Washington. Peu après le raid, Trump et ses alliés présentaient déjà la victoire comme un exemple de ce que les États-Unis pouvaient réussir à l'étranger. Pour citer directement Trump, ce que nous avons fait au Venezuela, je pense que c'est le scénario parfait. Le scénario parfait. Après un tel succès, il est compréhensible que l'administration Trump ait été euphorique. Mais penser que les États-Unis pourraient réitérer ce succès en Iran était absurde dès le départ.
La direction du Venezuela reposait sur un dirigeant faible et corrompu, à la tête d'un régime fragile et divisé, organisé autour du mouvement social d'Hugo Chavez, devenu depuis longtemps un simple outil politique. L'Iran, lui, formait un régime plus cohérent, centré sur des objectifs communs anciens, un État théocratique et une armée solide collaborant surtout avec les dirigeants civils et religieux. Citant une analyse de Sanyam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House. Avant le début des opérations américaines en Iran, il écrivait « Appliquer la stratégie du Venezuela à l'Iran risque des erreurs de calcul et d'affaiblir un équilibre régional déjà instable. » Fin de citation. L'Iran n'était pas un régime que l'on pouvait simplement renverser en capturant ou en tuant le guide suprême Ali Khamenei et son cercle rapproché. Le régime s'était organisé pendant des décennies pour survivre à une attaque d'Israël ou des États-Unis. Le Venezuela a créé un faux précédent sur la facilité avec laquelle les États-Unis pouvaient la contraindre des gouvernements étrangers hostiles à se soumettre. Toutefois, les États-Unis sous Donald Trump ont cru aisément que le scénario du Venezuela était duplicable, menant à une seconde erreur stratégique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou cherche depuis longtemps le soutien américain pour une vaste campagne contre l'Iran. D'anciens responsables américains, dont John Kerry et Hillary Clinton, ont confirmé que leur président subissait aussi la pression du gouvernement Netanyahou. Pour citer Kerry, il voulait que nous frappions. Il est venu voir le président Obama. Il a fait une présentation pour demander une frappe. Le président Obama a refusé. Le président Biden a refusé. Le président Bush a refusé. Le seul président qui a accepté cela, évidemment, c'est le président Trump. Selon le New York Times, Netanyahou a mené une campagne de plusieurs mois pour convaincre Trump d'agir, et le 11 février, il a présenté sa proposition lors d'une réunion à la Maison-Blanche. Entouré du chef du renseignement extérieur israélien et de hauts généraux en visioconférence, Netanyahou aurait affirmé que l'Iran était très vulnérable à un changement de régime. Selon le Times, Netanyahou a déclaré que le programme de missiles balistiques iranien pourrait être détruit en quelques semaines. Il ne pourrait pas bloquer le détroit d'Ormuz, et la probabilité que l'Iran porte des coups aux intérêts américains dans les pays voisins a été jugée minimale. Fin de citation. Netanyahou affirme que les manifestants iraniens retourneraient d'un vide dans les rues après de violentes répressions en Iran, et que le Mossad, service de renseignement israélien, aiderait à provoquer des émeutes et une rébellion en Iran. Trump a clairement adopté la vision de Netanyahou et son entourage a préféré ne pas le contredire, bien qu'il soit au courant. Selon ce rapport du Times, J.D. Vance, Marco Rubio et le directeur de la CIA, John Ratcliffe, ont tous exprimé un scepticisme intense, Rubio allant jusqu'à qualifier cela, je cite, de conneries. Le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a conseillé à propos des Israéliens, je cite, « Ils en font trop et leurs plans ne sont pas toujours bien élaborés. Ils savent qu'ils ont besoin de nous, d'où leur insistance. » Fin de citation. Trump, cependant, a choisi de continuer. Ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau que Trump ignore les conclusions de la communauté du renseignement américain au profit des idées que des hommes forts mondiaux, de Netanyahou à Vladimir Poutine en passant par Xi Jinping, choisissent de lui communiquer directement. Ici toutefois, Netanyahou s'adressait à un président américain désormais optimiste, son raid au Venezuela étant passé. D'après le Times, Trump a écarté l'idée d'une action iranienne dans le détroit d'Ormuz, pensant que l'Iran céderait avant d'en arriver là. Pire encore, Trump et ses alliés croyaient en ce qu'ils semblaient en considérer comme une relation à sens unique, entre la volonté de l'Amérique de mener une action militaire contre les dirigeants d'un pays et l'empressement de celui qui succéderait à ce dirigeant à conclure un accord pour sauver sa propre peau. Au Venezuela, cette stratégie a fonctionné, mais les États-Unis pensaient pouvoir obtenir le même résultat en éliminant le guide suprême iranien et ses hauts responsables lors d'une réunion permettant de décapiter le régime d'un seul coup. Ce que les États-Unis n'ont pas compris, c'est que leurs successeurs restaient très attachés à l'État et à la révolution iranienne. Trump pensait que le guide suprême iranien incarnait le pire scénario pour les États-Unis et qu'il serait remplacé par une personne plus modérée, plus docile et plus disposée à accepter n'importe quel plan de sauvetage proposé par Trump. En réalité, Ali Khamenei était loin d'être un modéré sur le plan politique en Iran, mais il faisait le lien entre les factions modérées et les factions dures. Il parvenait constamment à ramener les durs du régime iranien de leurs positions les plus extrêmes, ou mal avisées. Il a constamment promu des réformateurs à des postes importants au sein du gouvernement, et, tout au long de son mandat, il n'a jamais donné l'ordre à l'Iran de se précipiter vers l'acquisition d'une arme nucléaire. Il a utilisé la menace que l'Iran cherche à se doter d'une arme nucléaire comme atout géopolitique, menant à l'observation en Occident que l'Iran serait à 2 semaines d'obtenir l'arme nucléaire depuis des décennies.
L'Iran détenait du matériel nucléaire enrichi sous le seuil d'une bombe et n'a jamais cherché à franchir le seuil nucléaire, même avant la guerre de 2026. En somme, bien que Khamenei ait aimé faire la une avec des discours incendiaires, ses actes montrent qu'il n'est pas le plus radical des durs en Iran. Ses opinions et positions étaient un atout pour les États-Unis et Israël comparé à d'autres alternatives du régime. Tuer Khamenei n'aurait jamais permis aux modérés iraniens de prendre le pouvoir. Ils manquèrent de pouvoir, de connexion, de plans de contingence et d'ordre de succession nécessaires. Le corps des gardiens de la Révolution est conçu pour fonctionner même après la perte de sa direction. L'armée iranienne et ses alliés ultra-conservateurs proches disposaient de toute l'infrastructure institutionnelle nécessaire pour se rétablir rapidement et prendre le contrôle des leviers du pouvoir d'État. Ainsi, Mojtaba, fils d'Ali Khamenei, ultra-conservateur fidèle des gardiens de la Révolution, a vite accédé au pouvoir bien que son père ait affirmé que le guide suprême ne devait pas être remplacé par un membre de sa famille. Aujourd'hui, les ultra-conservateurs iraniens ont plus d'influence à Téhéran qu'ils n'en ont eu depuis des décennies. La relation entre le gouvernement civil iranien et son armée a toujours été relativement étroite, mais l'Iran n'a jamais été une dictature militaire. Désormais, cela pourrait bien changer durablement. En citant l'expert régional Dani Sitrinovitz, ancien chef du bureau du renseignement militaire israélien sur l'Iran, qui s'exprime à ce sujet, je cite « La direction iranienne d'après-guerre semble plus radicale, plus décentralisée et potentiellement plus encline à défier directement les intérêts américains. » Fin de citation. Et bien que nous ayons brièvement évoqué la façon dont Trump minimisait apparemment la capacité de l'Iran à riposter, que ce soit en fermant le détroit d'Ormuz ou en attaquant d'autres pays du Golfe Persique, il faut vraiment souligner que c'était de notoriété publique depuis des décennies en matière de politique étrangère au Moyen-Orient. Par exemple, à la mi-mars, Trump a affirmé sur l'Iran « Il n'était pas censé attaquer d'autres pays du Moyen-Orient. Personne ne s'y attendait. Nous avons été choqués. » À l'époque et depuis, la réaction des analystes géopolitiques du monde entier a été constante. Cette réaction serait « De quoi tu parles, bordel ?» Les experts prévoyaient depuis longtemps qu'en cas d'attaque, l'Iran viserait les alliés des États-Unis dans la région et frapperait le détroit d'Ormuz. Les experts n'étaient pas unanimes. Certains pensaient que l'Iran opterait pour une réponse plus limitée. Mais l'idée que l'Iran puisse mener ce type d'attaque n'a jamais été vraiment controversée. C'était évident pour la majorité du monde. C'était une conclusion déjà reconnue par le renseignement américain, et l'Iran l'avait également confirmé dans une lettre au secrétaire général de l'ONU avant la guerre. Selon la lettre, en cas d'attaque, toutes les bases, installations et ressources ennemies dans la région seraient dans des cibles légitimes pour la riposte défensive de l'Iran. Fin de citation. Les États du Golfe ont investi temps et argent avant la guerre pour avertir Donald Trump qu'une attaque contre l'Iran provoquerait des représailles régionales. Enfin, il y a la question de savoir si cette guerre avait été initialement conçue comme une opération de changement de régime, ce que Donald Trump a vigoureusement nié par la suite, une fois qu'il est devenu évident que le changement de régime ne serait pas possible. Contrairement aux déclarations récentes de Donald Trump, le changement de régime était clairement l'objectif initial. Sur le plan politique, Donald Trump avait appelé à plusieurs reprises les citoyens iraniens à se soulever et à renverser la République islamique. En citant Donald Trump au début de la guerre, « Quand nous aurons fini, prenez le contrôle de votre gouvernement. Vous pourrez vous en emparer. Ce sera probablement votre seule chance pendant des générations. » Fin de citation. En privé, l'argument d'Israël auprès de Donald Trump et les discussions internes qui ont suivi reposaient en toutes sur l'idée que le changement de régime était une possibilité réaliste. Nous citons encore le New York Times sur la décision d'attaquer l'Iran fin février. Le directeur de la CIA a indiqué au président que le changement de régime était possible, selon sa définition. Si nous entendons simplement par là tuer le guide suprême, nous pourrions probablement le faire, a-t-il déclaré. Fin de citation. De plus, la décision de Trump de décapiter le régime iranien dès le début du conflit, au lieu de mener une campagne pour contraindre les dirigeants à céder, est éloquente. Franchement, l'idée que les États-Unis et Israël auraient mené ces frappes de décapitation tout en étant opposés au changement de régime est absurde. Certes, les États-Unis se sont assez rapidement éloignés de leur priorité de changement de régime, tandis qu'Israël semblait rester engagé, y compris lors de la frappe qui a tué Ali Larijani, une alternative émergente pour gouverner l'Iran dans un style à la Delcy Rodriguez. Aux États-Unis, la poursuite initiale du changement de régime, puis l'abandon de cet objectif, ont laissé Washington confronté aux conséquences de ses premières actions, même après le changement de plan pour la guerre. Avant d'aborder les échecs de Washington au Moyen-Orient, prenons un instant pour évoquer la dernière nouveauté sur le front de guerre.
Front.co est notre plateforme professionnelle pour ceux d'entre vous qui apprécient ce que nous faisons ici sur la chaîne principale, mais qui souhaiteraient que ce soit plus approfondi et un peu plus pointu. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos narrées par moi-même, explorant en profondeur les conflits moins connus qui façonnent notre monde. Nous publions aussi 3 longs articles d'experts sur des conflits de l'Ukraine au Soudan, de l'Iran au Mali et plus encore. Si cet épisode vous apporte quelque chose, consultez notre article publié mercredi sur le conflit iranien qui explique pourquoi Israël est le plus grand perdant de cette guerre. Découvrez aussi la Table Ronde du Moyen-Orient, un podcast hebdomadaire gratuit animé par notre rédaction sur l'actualité du Moyen-Orient. Ces rédacteurs d'ailleurs sont les mêmes que ceux derrière les épisodes d'aujourd'hui et d'hier sur Warfront, donc si vous souhaitez approfondir encore davantage ce sujet, n'hésitez pas à écouter le podcast. Un abonnement coûte 5$ par mois ou 50 par an sur frontstop.co. Allez voir si vous aimez notre travail sur la chaîne. Maintenant, retour à l'Iran. Des échecs d'exécution. Passons maintenant à la manière dont l'Amérique a poursuivi ses objectifs de guerre une fois le conflit engagé. Nous allons ici laisser de côté la question de la légitimité de cette guerre. Chez Warfront, nous pensons qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. Comme déjà expliqué, cette guerre était mal conçue, mal réfléchie et stratégiquement insensée. Mais la seule chose pire que de choisir de commencer une guerre qui n'avait pas lieu d'être, c'est de choisir de commencer cette guerre et ensuite de la bâcler. Malheureusement pour les États-Unis, c'est précisément ce qui s'est passé. En attaque, nous devons rappeler notre avertissement initial. Les États-Unis ont causé d'importants dégâts à l'armée iranienne lors d'une campagne aérienne tactique, considérée comme un succès. Le problème cependant, c'est ce qui s'est passé lorsque les États-Unis ont été contraints de passer en défense dès les premiers jours de la guerre. Comme expliqué, l'administration Trump n'a pas sérieusement envisagé que l'Iran puisse riposter largement contre d'autres nations du Golfe Persique, au-delà du ciblage des bases américaines. Cette hypothèse de base était complètement fausse, et la douleur que l'Iran n'a pas pu infliger s'est principalement propagée à partir de là. Même dans des conditions idéales, certains missiles et drones iraniens franchiraient toujours les défenses aériennes américaines. Aucun système de défense aérienne, y compris les modèles américains, n'atteint 100% de réussite. Mais l'ampleur des ravages que l'Iran a infligés aux États-Unis a largement dépassé ce que Washington semblait croire possible. Les images satellites et les témoignages des États du Golfe montraient que de nombreuses bases américaines étaient redevenues largement inhabitables pendant le conflit. Les défenses aériennes américaines n'ont pas non plus réussi à protéger les États du Golfe. Plusieurs des cibles stratégiques les plus importantes du Golfe, des installations énergétiques et des centres de population ont été attaquées directement. Les villes de Dubaï et Abu Dhabi, l'aéroport international du Koweït, l'installation industrielle de Ras Laffan au Qatar et l'oléoduc Est-Ouest traversant l'Arabie Saoudite, parmi une série d'autres cibles. Pendant des décennies, les États du Golfe ont reposé sur les garanties américaines pour protéger leurs infrastructures en cas de guerre régionale. L'échec de l'Amérique à cet égard a été si total que les appels se multipliaient dans les États du Golfe pour que l'Ukraine intervienne et sauve la situation. La guerre a mis en évidence des failles dans la défense aérienne américaine et fournit au reste du monde des données importantes et préjudiciables. Avant le début du conflit, des nations comme la Russie ou la Chine pouvaient en s'attendre à ce que les capacités américaines d'interception de missiles balistiques soient limitées par rapport à ce qu'elles devraient en être. La Russie et la Chine ont vu les États-Unis déplacer des batteries de défense aérienne du monde entier, même de Corée du Sud, pour faire face à des attaques de l'ampleur de celles que l'Iran pouvait mener. Les États-Unis ont déployé plusieurs nouvelles technologies de drones efficaces, dont le drone Luka. Il a été copié à partir du Shahed 136 iranien et du drone naval qui a sauvé la vie de 2 pilotes d'hélicoptères Apache. Cela a aussi montré que les États-Unis comptent toujours sur des défenses aériennes inefficaces et coûteuses. Pire, les États-Unis n'ont pas pu cacher qu'ils sont loin d'atteindre leur objectif de stock d'intercepteurs, retardant les commandes à l'exportation d'intercepteurs dont d'autres pays ont cruellement besoin et cherchant à augmenter leur production pour combler ce manque. Il y a aussi le fiasco dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran a montré qu'il pouvait bloquer le passage sans sa marine conventionnelle. Grâce à l'utilisation de vedettes rapides, de mines marines, ainsi que de frappes de drones et de missiles depuis la côte, l'Iran a rendu le détroit si dangereux que les assureurs maritimes ont refusé d'assurer les navires voulant le traverser. Les États-Unis devaient dégager le détroit, réaffirmer leur contrôle et rétablir le commerce, mais ils étaient incapables ou peu disposés à le faire.
Au lieu de cela, Washington a essayé toutes les astuces possibles pour se défausser de sa responsabilité. Trump a poussé les nations européennes et indo-pacifiques à essayer de faire le travail à sa place, malgré le fait qu'elles n'avaient rien à voir avec l'effort de guerre et ne voulaient pas y participer, avant de déclarer une opération pour ouvrir le détroit qu'il a presque immédiatement annulée. L'incapacité de Washington à prévoir la fermeture du détroit d'Ormuz était telle qu'avant la guerre, les États-Unis ont envoyé plusieurs chasseurs de mines déjà présents dans le golfe Persique vers un port malaisien. La gestion du détroit d'Ormuz est délicate car ne pas tenter de le dégager a sans doute sauvé des vies américaines. Mais cela ramène au principe central, cette guerre n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. Mais si vous décidez de commencer la guerre, alors, vous devriez vous engager à la gagner. Et dans le même ordre d'idées, parlons du chaos que les États-Unis ont causé au peuple iranien. Rappelez-vous, toute cette guerre a commencé avec les appels américains et israéliens demandant aux Iraniens de descendre dans la rue et de renverser leur gouvernement à la suite des manifestations massives de la population iranienne en décembre et janvier, suivies de répressions qui ont fait entre 7 000 et 36 000 morts, alors que les États-Unis et Israël ont fait semblant de soutenir un soulèvement iranien, ils ont échoué à créer les conditions pour que les gens descendent dans la rue. Washington et Jérusalem ont incité les Iraniens à reprendre leur ville, tout en les bombardant et en rendant la situation locale trop dangereuse. La coalition aérienne a bien frappé de nombreuses cibles liées à la redoutée force paramilitaire interne de l'Iran, le Basij, mais ces frappes semblaient surtout être un ajout après coup et elles étaient loin de constituer une campagne aérienne qui aurait laissé le Basij paralysé. Malgré la capacité des États-Unis à établir et maintenir une suprématie aérienne sur l'Iran, rien n'indique que les États-Unis aient tenté de larguer des armes ou des fournitures aux civils iraniens qui, autrement, manquaient de tout armement sérieux. D'après Axios, les États-Unis avaient écarté cette possibilité à la mi-mars, Donald Trump ayant dit à Benjamin Netanyahou « Pourquoi devrions-nous dire aux gens de descendre dans la rue s'ils vont juste se faire massacrer ?» À ce moment, la campagne aérienne américano-israélienne montrait déjà que les rues d'Iran étaient hostiles aux manifestants, tandis que les gardiens de la révolution s'étaient ressaisis et retranchés après le chaos initial. Bien sûr, il faut aussi souligner que les États-Unis ont offert aux propagandistes du régime iranien le cadeau rhétorique d'une vie lorsque, le premier jour de la guerre, une frappe de missiles américaine a tué 120 écoliers et 36 autres civils dans une école primaire du sud de l'Iran. Bien que l'école soit proche du quartier général d'une brigade des gardiens de la Révolution, l'horreur de l'événement restait intacte, et le gouvernement iranien pouvait facilement exploiter cette frappe. Ensuite, l'incapacité générale de la coalition à soutenir correctement ou favoriser un mouvement de protestation a confirmé ce que la frappe sur l'école avait déjà montré. Washington soutenait frapper des cibles légitimes et affaiblir la capacité de combat iranienne en détruisant une grande partie de son matériel militaire. Mais la réalité continuait de diverger de la version des faits du Pentagone. Comme l'a décrit le va-t-en-guerre de longue date Robert Kagan dans un article pour The Atlantic, je cite « Il semble espérer s'éclipser sans que les Américains ne remarquent l'ampleur de sa défaite. » Fin de citation. Des manquements à la résolution. Abordons maintenant l'aspect le plus dommageable de cette histoire. La manière dont les actions de l'Amérique en temps de guerre ont jeté les bases d'un statu quo qui favorise clairement Téhéran tout en nuisant à Washington pour les décennies à venir. Le gouvernement américain a dévoilé les termes de son protocole d'accord avec l'Iran signé par les deux pays avant la cérémonie officielle. Mais il s'agit d'un document qui n'aborde même pas les alliés par procuration de l'Iran ni son programme de missiles, qui reporte la question nucléaire à de futures discussions et qui accorde des concessions incroyables ainsi qu'un allègement des sanctions à Téhéran. Mais commençons par ce que tout cela signifie pour le détroit d'Ormuz, car il ne faut vraiment pas oublier que lorsque les États-Unis ont commencé cette guerre, le détroit était ouvert, sûr, sans péage et n'avait aucun antécédent récent de fermeture. Comme le nouveau mémorandum l'a clairement montré, les États-Unis se battent à la table des négociations simplement pour rouvrir le détroit après avoir eux-mêmes décidé de le fermer. Et même si le détroit rouvre, il ne sera jamais aussi sûr ni aussi navigable qu'il ne l'était auparavant. Bien avant 2026, l'Iran avait menacé de fermer unilatéralement le détroit dans le cas où il ferait face à une agression régionale. Mais il y a une énorme différence entre un monde où l'Iran menaçait ce genre d'action et un monde où l'Iran a établi le précédent d'avoir déjà fermé le détroit par le passé. Nous avons déjà cité les assureurs maritimes comme les véritables décideurs qui fixent la fermeture du détroit. La règle ici est la même que pour les assureurs du monde entier. Ne jamais décider sur des évaluations abstraites s'il existe un précédent concret. Depuis des décennies, cette règle désavantageait l'Iran. Certes, l'Iran menaçait de fermer le détroit, mais les États-Unis ont alors démasqué son bluff. L'Iran ne voulait pas vraiment être bombardé jusqu'à l'anéantissement,
et c'est tout. Mais cette année, l'Iran avait toutes les raisons de fermer le détroit, et désormais chaque menace iranienne contre Hormuz aura un poids réel. Des membres du renseignement américain, des analystes et des dirigeants iraniens semblent d'accord. Contrôler le détroit serait pour l'Iran plus précieux qu'une arme nucléaire. Et quels précédents les États-Unis ont-ils établi après des décennies à se présenter comme la puissance maritime suprême du monde ? Ils ont refusé de risquer leurs navires et avions pour dégager le détroit, ont exigé que le reste du monde vienne régler le problème, sans réussir à mobiliser d'autres pays. Pire encore, les États-Unis ont annoncé le lancement d'une mission pour dégager le détroit appelée Opération Project Freedom, mais ils ont presque immédiatement renoncé à tenter de la mettre en œuvre. Les États-Unis ont seulement réussi un contre-blocus, empêchant davantage de navires commerciaux de traverser le détroit. Avec cela, les États-Unis ont brûlé la crédibilité qu'ils avaient autrefois en tant que garant de la sécurité maritime. Chaque fois que l'Iran menacera le détroit à l'avenir, les compagnies commerciales et les assureurs ne fonderont plus leurs décisions sur la présence d'un gendarme des mers efficace et réactif. Ils prendront ces décisions en se souvenant de l'Amérique abdiquant ses responsabilités et de l'Iran affirmant son contrôle. Mais abordons la question nucléaire, voulez-vous ? Pour les conservateurs iraniens, le refus d'Ali Khamenei de se hâter vers l'arme nucléaire a toujours frustré, car ils pensaient qu'une telle arme rendrait une guerre comme celle-ci impossible. Prenez la Corée du Nord. Depuis que Pyongyang a développé sa première ogive, elle n'a plus eu grand-chose à craindre. L'Iran ne suivait pas la voie de la Corée du Nord, mais il risquait de devenir une autre Ukraine, où Kiev a abandonné ses armes nucléaires après l'indépendance, a respecté toutes les règles internationales et s'est tout de même retrouvé envahi par la Russie. Comparez cela à Pyongyang. À l'heure où Donald Trump paraît prêt à envoyer la Delta Force contre tout dictateur qui le regarde de travers, Kim Jong-un ne risque aucunement d'être renversé par les États-Unis. Donc, du point de vue des partisans de la ligne dure, la logique de Khamenei n'a clairement pas fonctionné. L'Iran a hésité, donc il a été traité comme l'Ukraine. Si l'Iran voulait vraiment l'arme nucléaire, il deviendrait intouchable. Encore mieux pour les durs, Khamenei et ses proches sont morts. Les modérés sont en plein désarroi et les mêmes chefs militaires iraniens et dirigeants de la ligne dure qui prônent l'arme nucléaire depuis de nombreuses années sont maintenant à la tête du pays. Cela inclut d'ailleurs le fils de Khamenei qui a déclaré aux Iraniens, après être devenu guide suprême, qu'il considère les matériaux nucléaires de l'Iran comme, je cite, des avoirs nationaux. Maintenant, bien sûr, nous sommes sur des fronts de guerre, nous connaissons notre public, et nous savons que quelqu'un, quelque part, est en train de taper furieusement un commentaire à propos de ce protocole d'accord où cette question est résolue. Malheureusement, cependant, la question n'est pas résolue. Le protocole d'accord reporte la question nucléaire à une phase ultérieure des négociations. Les responsables américains précisent que les matériaux nucléaires iraniens seront dilués à un enrichissement moindre sous contrôle international, mais il s'agit seulement d'une déclaration préliminaire, pas d'un nouveau cadre. Le cadre lui-même n'a pas encore fait l'objet d'un accord. Nous devons maintenant noter qu'il est possible, étant donné le nouveau contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, qu'il n'accorde plus la même importance à une arme nucléaire qu'auparavant. Mais il y a deux raisons de ne pas se sentir trop à l'aise avec cette idée. D'abord, car les États-Unis auraient réglé la question nucléaire iranienne en donnant à l'Iran une arme de dissuasion plus efficace que son programme nucléaire. Le contrôle du détroit et le programme nucléaire ne s'excluent pas. Ils peuvent même être utilisés tour à tour pour aider l'Iran à atteindre ces deux objectifs au final. Si par exemple l'Iran décide de ne pas accepter les conditions attendues d'un accord nucléaire, puis que les États-Unis ou Israël protestent, l'Iran peut simplement menacer à nouveau de bloquer le détroit jusqu'à ce que les États-Unis et Israël acceptent des conditions plus favorables. Sans même évoquer l'impact de cette guerre sur les États du Golfe, nations riches et influentes autrefois confiantes dans les États-Unis comme garants de leur sécurité. Ces garanties ont disparu. Les États-Unis ont souvent favorisé leurs intérêts ou ceux d'Israël plutôt que ceux des États du Golfe. Les États-Unis ont lancé la guerre malgré les avertissements des États du Golfe, et leur défense aérienne n'était pas assez efficace contre les menaces iraniennes. En échange de leur loyauté, les États du Golfe se retrouvent confrontés à un nouveau précédent dangereux. Si et quand l'Iran se sent menacé, l'Iran va riposter et attaquer ses voisins en réponse. Comme le détroit d'Ormuz, cela a longtemps été une simple possibilité, mais c'est désormais une réalité géopolitique au Moyen-Orient. Les États du Golfe ont fait confiance aux États-Unis, mais ils se sont fait avoir. Ce revirement ne sera pas vite oublié. La campagne américano-israélienne n'a pas réussi à anéantir la riposte iranienne. Après les hostilités, missiles et drones iraniens causaient encore d'importants dégâts.
Comme le souligne Dani Cetrinovits, le conflit a révélé les limites majeures auxquelles Israël et les États-Unis feront face dans toute future campagne contre l'Iran. La réticence à engager des troupes, les limites des munitions et la forte dépendance stratégique d'Israël aux États-Unis. Israël n'était même pas signataire direct du mémorandum pour mettre fin à cette guerre. Au lieu de cela, les États-Unis ont donné à Israël un levier précieux sur Washington, au moment même où Donald Trump semble être devenu beaucoup plus critique envers la direction israélienne. Dans tout le spectre politique israélien, peu de dirigeants veulent la fin de la guerre, et encore moins l'arrêt des opérations contre le Hezbollah, allié de l'Iran au Liban. Israël a montré qu'il est prêt à mener des actions militaires de son propre chef sans consulter les États-Unis et, souvent, à forcer les États-Unis à se retrouver dans une situation qu'ils tentaient d'éviter. Voyez simplement la décision citée plus haut d'écarter Ali Larijani. Israël n'ayant pas signé cet accord, il n'est soumis à aucune contrainte majeure. Trump, bien sûr, affirme avoir mis Israël au pas, mais même un bref examen de l'histoire récente de Trump avec Benjamin Netanyahou montre que la réalité est un peu plus compliquée que cela. Israël peut attaquer le Hezbollah ou se réengager avec l'Iran s'il le souhaite. Et si Israël devait être attaqué directement par l'Iran, même en provoquant directement cette attaque, alors les États-Unis risquent d'être entraînés directement dans la guerre. La relation entre Washington et Jérusalem se fracture rapidement, mais on est encore loin d'une rupture totale, où Washington n'interviendrait pas si Jérusalem faisait face à un barrage incessant de drones Shahed et de missiles balistiques. Le nouveau mémorandum d'accord montre que les États-Unis ont fait d'importantes concessions. Les deux nations promettent de ne pas intervenir dans les affaires internes de l'autre, ce qui rend difficile pour les États-Unis d'empêcher d'intenses représailles iraniennes contre ses propres civils, notamment une vague d'exécutions attendue après l'accord. Les États-Unis ont autorisé l'Iran à exporter et importer via ses ports. L'Iran ne peut pas encore facturer le transport, mais s'engage à assurer le passage sécurisé des navires sans frais pendant 60 jours seulement. En d'autres termes, un nouveau régime de péage iranien pourrait commencer dans le Golfe dès le 61e jour. Les États-Unis permettront à l'Iran de recevoir 300 milliards de dollars pour la reconstruction, soit le double du montant promis dans le JCPOA sous Obama. Bien que Donald Trump ait affirmé que l'argent ne viendrait pas directement des États-Unis, ceux-ci peuvent réorienter des fonds publics vers les Émirats, le Qatar ou l'Arabie saoudite, compensant ainsi les montants que ces pays verseraient ensuite à l'Iran. Donc l'Amérique ne fournit pas l'argent directement, mais au final, l'Amérique paie quand même. Plus frappant encore, les États-Unis acceptent de lever toutes les sanctions contre l'Iran, y compris celles du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est stupéfiant après qu'un régime de sanctions internationales aussi intense ait été appliqué à l'Iran jusqu'à présent. Les États-Unis vont permettre l'exportation mondiale du pétrole et des produits pétrochimiques iraniens, débloquer tous les avoirs iraniens gelés et les transférer selon les instructions de la Banque centrale iranienne, y compris éventuellement à l'armée et au renseignement iranien. Il y a quelques mois à peine, il aurait été pratiquement impensable que les États-Unis proposent ces conditions de paix, surtout de la part de Donald Trump, qui a passé plus de 10 ans à critiquer ses rivaux pour avoir tenté un accord avec l'Iran. Mais comparé à l'accord que les États-Unis et l'Iran ont signé mercredi soir, le JCPOA de l'ère Obama n'était rien. Aussi difficile à admettre pour certains téléspectateurs américains, ce mémorandum est un choc pour les intérêts des États-Unis. L'Iran a perdu beaucoup pendant les derniers mois de guerre, mais sa position stratégique actuelle est meilleure que jamais. Les dirigeants américains essaieront peut-être de blâmer l'Iran, ou ils essaieront de blâmer Israël, mais en réalité, ils n'ont à blâmer qu'eux-mêmes. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle reposait sur une compréhension désastreusement erronée de la République islamique, et une fois la guerre engagée, les dirigeants américains ont commis des erreurs à chaque étape. Tactiquement, la campagne aérienne américaine fut un succès incontestable. Qui s'en soucie ? Les victoires tactiques font la une, mais le succès ou l'échec stratégique déterminera l'histoire. De la part de cette Maison-Blanche, on s'attendrait à une déclaration affirmant que l'Amérique va mieux aujourd'hui que jamais. Mais cette déclaration ne vaudrait même pas le papier sur lequel elle est imprimée. Merci de regarder.